L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un nouvel épisode et cette fois, c'est le numéro 35 comme mon joueur préféré de NBA, Kevin Durant. Alors, pour ce super épisode numéro 35, j'ai décidé de revenir vers une entité, vers des personnes qui sont originaires de Neuchâtel, je tiens à le préciser, mais qui sont comme moi à Genève. On va aujourd'hui parler de Pretty Patty et on a Adrian avec nous. Adrian, comment tu vas ? Ça va super bien, merci. Content d'être là. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir nous voir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pretty Patty, c'est un burger joint qui est à Genève depuis 2022, si je ne me trompe pas. Alors ensuite, il y en a d'autres, un autre qui a ouvert un peu plus tard en 2024. Mais c'est un burger joint qui est très connu pour son smash burger. Je crois que c'est comme ça que les gens l'ont découvert. En tout cas, ensuite, il y a eu d'autres explorations. Mais on va revenir à tout ça et on va aller dans l'ordre. Adrien, peut-être que tu peux nous dire alors il y a Lucas qui est... C'est ça, Lucas, exactement, mon associé et aussi mon meilleur pote, avec qui on a démarré l'aventure ensemble. Ouais. Donc on a un binôme qui fonctionne bien et puis c'est la team. Ouais, la team, ok, magnifique. Et Lucas qui est aussi neuchâtelois. Exactement. Ok, magnifique. Lui c'est un vrai neuchâtelois. Moi pour la petite histoire, je suis anglais de base et puis je suis arrivé à Neuchâtel à l'âge de 12 ans. 12 ans. Ok, très bien. Bon, t'es quand même neuchâtelois. On va y aller comme ça. Alors, avant de démarrer Pretty Patty en 2022, qu'est-ce que vous faisiez en fait, réponds-moi et puis si c'est différent pour Lucas, on évoquera 2-3 choses peut-être. Bien sûr. Donc moi, en 2022... j'étais analyst, j'ai real estate analyst, donc je travaillais un peu dans l'immobilier. J'avais tout le temps mon Excel ouvert, mon PowerPoint. Donc c'était totalement différent de ce que je fais actuellement. Et c'était cette envie en fait de créer qui m'a donné envie de passer à autre chose en fait. Et puis cette envie de créer, c'est-à-dire que tu étais dans le domaine immobilier, mais comment on passe de l'immobilier à un burger, tu vois ? Est-ce que tu avais une passion burger avant ça ? Est-ce que la nourriture, je sais pas, est-ce que tu as travaillé dans un restaurant étant gamin ? Je sais pas, c'est quoi qui a motivé ce move en fait ? Bien sûr, donc avec Lucas en fait on a toujours aimé recevoir, ça a toujours été ça notre passion, que ce soit pour des dîners à la maison, que ce soit pour des teufs qu'on organisait à la maison. Cet art, je dirais, de recevoir, c'est toujours ça qui nous a énormément stimulés. Et l'aventure, je dirais, commence quand un très très bon pote à nous, il rentre des États-Unis, il dit les gars, j'ai découvert un truc, c'est un truc de malade, c'est un smash burger. Je dis ça me parle pas, je connais pas. C'était Shake Shack à l'époque. Ah ouais, évidemment. Ouais. Exactement. Le OG, les boss. Et il me montre il sort une casserole et il met une boulette de viande, il écrase, je ne sais plus exactement avec quoi il écrase, je crois que c'était une autre casserole ou quelque chose comme ça, une poêle, et il smash cette viande, et là c'est le sel qui s'ouvre. Je dis mais c'est de la folie en fait ce truc, j'avais jamais goûté un truc pareil, et on était devenus un petit peu obsédés avec cette recette de smasher cette viande, qu'on smashait tellement de burgers à la maison, enfin chez mon pote, chez moi, chez les amis, qu'on avait presque oublié de sortir. C'était la dernière année de nos études, donc tu vois, tous nos proches, ils sortaient énormément, c'était la fête encore, c'était surtout le HL. Donc c'était encore pendant vos études, quoi. C'était ça, c'était pendant nos études à l'EHL. Et on se retrouvait pour faire des burgers, on traversait la Suisse pour des ingrédients, on allait en France pour les bonnes brioches, parce qu'en Suisse, même encore aujourd'hui, c'est impossible de trouver un bon Buns burger, ce qui est quand même assez fou. Faut si quelqu'un écoute ce podcast et peut remédier à ça, c'est avec plaisir. Mais on allait en France pour les Buns Burgers, on traversait, je sais pas, on faisait des fois 2-3 heures de caisse pour aller trouver
le cheese parfait pour une soirée à la maison. Ouais, pour une soirée à la maison. Et puis on cuisinait. Et c'est devenu un peu une addiction. Ouais. Et là, un jour, on a des potes qui organisent un espèce de rave un peu dans une forêt comme ça. Et ils nous avaient proposé de faire des burgers. Et on va là-bas. Je pense qu'il nous faut 3 jours de préparation. On va à gauche et à droite pour trouver la viande, pour louer une plancha, pour louer une tente, etc. Donc c'était énormément de boulot. Et ce jour-là, je sais pas, je pense qu'on commence à 8h du matin et on finit à 4h le lendemain. Mais je vois pas le temps passer. Je trouve ça ouf. Je vois pas le temps passer. Et cette sensation de donner le sourire à travers un plat que j'ai cuisiné, je confectionnais avec mes mains, c'était la folie. J'ai trouvé ça dingue et je voulais absolument continuer de faire ça. On finit nos études avec le gros smile, je vais voir mes parents, je dis j'ai ce rêve de voir un restaurant et ils m'ont tout de suite un peu remballé, ils m'ont dit c'était hors de question, que j'avais besoin de voir ce que c'était la vie réelle et puis qu'ils étaient convaincus que ils avaient peur, quoi. Ils avaient peur, ils étaient convaincus que c'était un peu un rêve un peu de gamin, le mec qui veut pas grandir, il vous vend un resto, tu vois. Ouais. Ils se rendaient pas compte vraiment de l'implication et quand même ça avait un peu suscité un peu un doute au fond de moi. Je me suis dit est-ce que tu vois ce fait de se retrouver avec nos potes le vendredi soir calme, tranquille pour faire des burgers, est-ce que en fait c'était un peu un délire de jeune, tu vois. Donc je me dis vas-y, je vais la tenter et c'est là en fait je suis parti à Bangkok 1 an. Pareil, il n'y a rien de logique dans ton histoire. Ok, Bangkok. C'est grave ça. Bangkok 1 an, là c'est je trouve mon premier taf dans l'immobilier justement en tant qu'analyste. Je goûte les burgers à gauche à droite, je vais partout un peu à Bangkok pour goûter les burgers. Ça n'existait pas vraiment le smash, ça n'existait pas trop. Je trouvais jamais un truc que je kiffais vraiment de ouf. Mais voilà, je pense que 2-3 fois par semaine, on s'appelait avec Lucas, on disait mec, j'ai trop envie de faire ce resto, j'ai trop envie. Et on se plaignait un peu de nos boulots, nos patrons, un peu le truc classique, quoi. Ouais. Rien de fou non plus. Et là, t'as le Covid qui frappe. Je me suis dit, vas-y, en Europe, on va être un peu plus à l'abri. Donc je rentre en Europe, je quitte mon taf, je rentre en Europe. Et là, boum, on est frappé de plein fouet par le Covid en Suisse. Et j'arrive, je sais pas comment, à trouver un job dans tout ça, et à Genève, et toujours avec cette arrière-pensée de si je fais un resto un jour, c'est à Genève, c'est là que ça se passe, c'est cette grande ville, on va dire presque européen, même s'il n'y a pas autant cette vibe un peu européenne qu'est Zurich, mais voilà, à Genève, on parle français, on a des potes. Donc je me suis dit, je vais trouver un taf à Genève. Et là, c'est drôle parce que je trouve pendant le Covid, beaucoup de personnes ont été livrées à eux-mêmes. Ils se sont rendus compte qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait en fait, où est-ce qu'on va. C'est un reality check. C'est un reality check, exactement. Ouais. Et c'est vraiment à ce moment-là en fait où j'en pouvais plus de mon job. Pas parce que j'en avais marre de me lever à 9h, de commencer le taf à 9h, ou que j'avais marre de mes boss ou quoi que ce soit. C'était vraiment genre, j'ai envie de faire vraiment ce qui me passionne dans la vie. Ouais. Et un truc qui m'a un peu frappé, c'était qu'en fait, j'avais quelqu'un qui me disait un peu mon rythme. Non, tu dois faire ça pendant 2 ans, 3 ans, voici ton salaire pendant 2-3 ans. Ça, c'est un peu ta valeur, ça, c'est un peu tes capacités maintenant. Puis j'avais vraiment l'impression que j'avais plus à donner, plus vite. Et j'aurais envie d'être livré à moi-même et d'être livré à moi-même et d'aller à mon rythme, en fait, de décider moi mon rythme. Donc on quitte nos tafs pendant que tous les restaurants étaient fermés pour ouvrir un resto. C'est un peu ça la petite histoire, quoi. Incroyable. Donc là, quand tout le monde perd son taf ou alors galère, ou on voit les restos fermés, c'est ça. Vous quittez votre taf pour aller ouvrir un resto. Et du coup, la période entre la décision et l'ouverture, qu'est-ce qui se passe? Parce que je me souviens qu'on s'était croisés à un événement à la caserne, je crois. Ça, exactement. Je sais pas si c'était Anaïs qui avait organisé ça ou je sais plus qui c'était. Mais du coup, vous étiez là et vous étiez en train de... Enfin, il y avait, je sais pas, il y avait des artisans de tout type et vous vendiez vos burgers. Puis c'est là que tu m'avais dit, ouais, on va ouvrir... d'ici prochainement, mais du moment où vous prenez cette décision jusqu'à ce que
vous trouviez un lieu. Qu'est-ce qui se passe là, comment on se prépare? Ça, c'était assez drôle dans le sens où on se retrouve avec Lucas. Je crois que lui, il n'avait pas encore quitté de son taf. Il y a eu un petit décalage de 2-3 mois, mais on se pose, on fait nos business plans, on fait nos Gantt, on fait nos prévisions. Et on s'était posé sur un espèce de timetable de combien de temps ça allait nous prendre. Et je crois qu'on avait noté 4 mois pour un restaurant. Ouais. Il nous a fallu 16-17 mois pour un resto. Donc c'était un gros challenge. C'était du taf. C'était du taf. Tu te prends beaucoup de portes. On te met les bâtons dans les roues. Donc ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et tu dépenses de l'argent pendant cette période? Ou ça va? Ça va, c'est uniquement quand tu lances, quand tu reprends un bail, c'est là où tu perds sommeil, c'est là où tu commences à dire putain, genre j'ai intérêt à vendre des burgers et j'ai intérêt à en vendre, tu vois, parce que là, en fait, c'est drôle parce que c'est un autre pote qui était entrepreneur, qui avait déjà des projets un peu en hospitalité, qui m'a dit attention mon gars, cette période-là, elle est chaude, tu vois, elle est dure. Tu signes des devis dans tous les sens, tu as de l'argent qui sort du compte. Et c'est stressant. Mais pour raconter l'histoire de manière plus chronologique. Donc, pendant ce temps-là, heureusement que ça a pris du temps quelque part parce que ça nous a permis de perfectionner nos recettes, tester nos fournisseurs. À Genève, et je sais que c'est le cas dans beaucoup, beaucoup de cantons en Suisse, on a pu faire appel à Fondetech, qui est comment dire ça, c'est fondation. Fondation exactement de cautionnement. Donc eux en fait, parce que les banques jamais prêtent pour surtout juste après le Covid, quoi. Surtout après le Covid, surtout pour la restauration, surtout pour des jeunes qui ont sans track record, c'est mort, quoi. Donc eux, tu présentes à ce conseil et eux ils te back up devant une banque et avec eux tu peux aller voir une banque. Donc nous on a pu lever de l'argent comme ça parce qu'on n'avait pas du tout assez d'argent, on avait juste réussi quelques économies, un tout petit peu d'argent de nos familles pour comme apport, parce qu'ils demandent comme un apport, ils veulent être sûrs que qu'il y ait une sorte de garantie, quoi. Ouais, en anglais il y a une terme que j'aime beaucoup, c'est skin in the game. C'est pas que en fait cette idée elle est cool, elle me plaise et que en fait au bout de 2 mois en fait c'est trop long les horaires de restauration, ma copine me manque, j'ai envie de voir mes potes, et que tu dis bon, c'est pas mon argent, next. Tu laisses un peu de toi dedans. Ouais. Exactement. Donc, on a pu lever de l'argent avec le Fondetech. On a testé nos fournisseurs. Et là, on faisait beaucoup, beaucoup de pop-up. Et c'est justement là où on se rencontre. Mais on avait fait des pop-up au bord du lac. On avait fait des anniversaires. On avait fait des caves ouvertes. On avait fait des vignes. On avait fait caserne, justement, où on se rencontre, qui est maintenant démolie, ce qui était remplacé par une méga tour. Mais ça nous a permis de perfectionner nos recettes. Entre-temps aussi, j'ai commencé un petit peu à jouer avec Instagram. Je crée un fanpage de Smash Burger où je riposte tout simplement. Ok. J'ai fait l'erreur une fois de pas bien taguer quelqu'un. Ils m'ont fait comprendre que ça se faisait pas. Ça se faisait pas du tout. Mais ça m'a permis de jouer avec. On a réussi à créer une petite base quand même. Okay. À l'époque, pour moi, c'était une dinguerie. Une communauté de Smash Burger. C'est ça. On avait, je sais plus, 3000 et quelques followers. Ouais, magnifique. Ouais. Après, boum, le jour où on ouvre Pretty Patty, t'archives les posts. Et puis tu passes. Et tu balances cette petite base, tu vois. Exact. C'est pas quand t'es là à suivre des gens avec ta famille et tes 30 potes. Tu vois. C'est vrai. Non, tu commences à. Et puis ça donne. Ouais. Je vois quelquefois du contenu. On peut dire ce qu'on veut, que ça compte ou pas. Le nombre de followers, il va influencer la perception de la personne sur le projet. C'est vrai que si tu arrives sur la page du burger, il y a 3 ou 4 000 personnes, où on peut dire ce qu'on veut, que ce soit fake ou pas. Ouais, la première fois que tu jettes un œil à ce truc, tu dis « Ah, ok, sérieux, ils sont là en fait. » Ouais, c'est fou. Les followers aujourd'hui, c'est un peu un passeport, moins dans notre milieu, mais c'est quand même, comme tu dis, assez important. C'est assez important. Et du coup, vous trouvez votre premier lieu qui se trouve à Plainpalais. Voilà. Et ça, à partir de ce moment-là, parce que on va pas aller dans trop de détails, mais donc du coup, vous obtenez ce prêt de la banque avec cette fondation qui vous a soutenu pour ça. Et ensuite, j'imagine, dans la foulée, vous trouvez un lieu pour vous implanter, quoi. C'est ça. Pour pas la faire trop compliquée non plus, cette période où
tu essaies de te faire financer, elle est hyper stressante et comme c'était la première fois, on comprenait rien. Tu as besoin d'un lieu pour pouvoir avoir un financement, mais il n'y a personne qui va te donner un lieu sans financement. Tu as besoin du bail, mais tu dois signer le bail, mais je ne vais pas signer le bail si je sais qu'il n'y a pas de financement. Donc là, c'était horrible. Et c'est vraiment à ce moment-là que je pensais que ça n'allait pas se faire. Mais on a appris plus tard qu'en fait, tu mets des garanties, des clauses suspensives, et les gens, ils attendent un peu. Donc c'est cette période assez stressante. Mais donc on trouve le lieu, on s'était promené partout à Genève. On avait fait un peu contacter les courtiers sur la place, mais on s'était vraiment promené avec des lettres. Et c'est assez chaud de rentrer dans un restaurant et demander à quelqu'un si je peux acheter ton restaurant. Tu vois. Donc on a un peu peaufiné le speech. On n'a pas dit est-ce que je peux acheter votre restaurant. On a dit est-ce que vous connaissez quelqu'un. On aime bien ce genre de restaurant. Est-ce que vous avez des connaissances dans votre cercle qui vend des restaurants. C'est smart. C'est ça. Et pour la petite histoire que je trouve assez drôle quand même, c'était que on n'avait aucune traction, personne ne nous répondait, ou peut-être des trucs beaucoup beaucoup trop chers ou trop ambitieux, ou pas du tout la localisation qu'on imaginait. Et là, ça faisait vraiment quelques mois que j'avais pas de taf, tu vois. J'enchaînais un peu les extras, des trucs comme ça. On n'arrivait pas vraiment à vivre avec les pop-up. Ouais. Donc, moi, je dis à Lucas, là, on va faire un big tour de la ville avec nos lettres, défoncer notre Excel avec tous les lieux qu'on avait un peu visés. Et on va relancer un peu les gens qu'on avait visités la première fois. Et c'était vraiment le dernier jour où je crois que là on arrive un peu à la fin. Là je vais presque un peu mettre le projet en hold, tu vois. Et ce jour-là il y avait beaucoup de vent, il faisait très froid et on était de l'autre côté de la plaine de Plainpalais. Et je dis à Lucas, il y a juste ce restaurant-là qu'on n'a pas fait, j'ai l'impression. Viens, on traverse la plaine, on y va. Il dit mec, il y a beaucoup de vent, il fait froid, ça fait 3 ou 4 heures qu'on se promène. Viens, on rentre. Et je dis allez, on fait la dernière. Ouais. On rentre dans ce restaurant. Et le monsieur qui travaille ce jour-là, il parlait pas très bien français. On arrive tout juste à communiquer. Et lui, il a réussi à capter qu'on voulait acheter le restaurant. Et il nous dit, c'est pour acheter le restaurant. Il lève les bras, comme ça, un peu en mode. Ouais, vous êtes les messies, quoi. Et ça s'est fait comme ça. Incroyable. Histoire de dingue. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, Plainpalais, c'est une place centrale à Genève. Et c'est vrai que quand il fait froid, ça les casse un petit peu de traverser la plaine. C'est clair, exactement. Je n'ai pas trop d'équivalent dans les autres villes, mais voilà. Donc, Lucas, je te comprends. Ouais. Mais du coup, un peu à la dernière chance, vous chopez cet endroit. Et là, on part, comme tu disais, dans d'autres galères. Donc, rénovation, même tu vois la DA, tout ça, c'est des choses que vous aviez préparées au préalable, déco, tout ça, j'imagine, c'était prêt, quoi. Il suffisait juste d'un lieu pour démarrer. Exactement. C'est vrai, je ne l'avais pas mentionné, mais on a travaillé en amont sur toute la DA, un peu la marque, tu vois, l'identité, ce que je trouve qui est hyper important. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on signe le lieu, c'est là où en fait tu lances les archis et eux ils prennent les cotes, ils prennent les plans, ils travaillent là-dessus. Donc tu as aussi cette phase de 1 ou 2 mois où tu payes un loyer, il se passe un peu rien et tu essaies de faire avancer. Et puis entre le moment où vous signez le bail et l'ouverture, il se passe combien de temps ? On signe le bail, si je ne me trompe pas, en mars 2002. 2022. 2022. Ouais, je dis. Tu as dit 2002, donc je me dis. Ah oui, donc 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, elle a ouvert. Exactement. Ouais, 2022, pardon. Et là, on ouvre du coup en décembre, donc il se passe du temps. 8-9 mois. Ouais, hein. Exactement. Ah ouais, purée. Et là, pendant toute cette période, vous continuez à faire des pop-up, etc. À côté, à gauche, à droite quand même. Ouais, on a réussi à négocier quelques mois de gratuité dans le loyer. Bon, donc, ouais. Ok, et là, en décembre 2022, si je ne me trompe pas, décembre 2022, vous ouvrez. Pour ceux qui ne connaissent pas Plainpalais, encore une fois, c'est une zone qui est très proche de l'université. Il y a la rue de Carouge, il y a énormément de restaurants. Donc, c'est vraiment une zone où il y a beaucoup de passages. Et quand vous ouvrez, alors déjà, Instagram, j'imagine, vous avez teasé ça fortement. Mais les premiers jours, ça se passe comment ? Ouais. Les premiers jours, c'était fou. Je
crois que je pense pas qu'il y a beaucoup de restaurateurs ou d'entrepreneurs qui lancent tout d'un coup un produit sur le marché qui tombe très bien la veille. Ouais. C'était quelque chose. Et aussi, on ouvre sans Wi-Fi. Donc là, c'était le stress total. On n'avait pas de Wi-Fi, pas de système de caisse. On prenait les commandes à la main. Mais ça se passe bien. Le premier chiffre, ça se passe bien. Je crois qu'on sold out le premier jour assez rapidement. Parce qu'aucune idée. Est-ce qu'il y a 50 personnes qui viennent, 150 personnes qui viennent? Est-ce qu'il y a 3 personnes qui viennent? C'est impossible de savoir. Et c'est... En même temps, c'est un drive, c'est assez... c'est l'adrénaline qui commence. Mais non, on a tout de suite du monde qui rentre. Ce qu'on avait fait au préalable, c'était on avait fait le tour des quartiers. On avait tous les commerçants tous les commerçants qui étaient un peu dans l'entourage. On s'était promené avec un flyer. On avait fait une petite promo, je crois 50%. On avait bien teasé sur Instagram aussi. Et un autre truc, je pense, qui a bien aidé, c'est qu'on avait recouvert la devanture, on avait fait un espèce de covering. Donc personne ne savait ce qu'il y avait derrière. Mais justement, on avait fait un covering avec notre identité, okay. Ouverture, on avait mis la date, avec notre DA, avec nos stickers. Pour ceux qui connaissent bien Pretty Patty, c'est bien coloré, c'est animé, il y a de la vie. Donc je pense que ça a bien aidé. Mais ouais, je sais pas trop comment il y a du monde qui est venu les premiers jours. Mais moi, pour te donner mon avis, j'ai vraiment l'impression qu'entre le moment où vous ouvrez, au moment où vous ouvrez, on commence à entendre parler des Smash Burgers en parallèle, tu sais. C'est ça. Et je commençais à voir ça de plus en plus sur les réseaux et bam, il y en a un qui ouvre en fait. Alors il y avait sûrement d'autres endroits qui le faisaient déjà, hein, mais c'est vrai que vous êtes arrivé avec une communication forte et ça m'amène justement à ce côté d'Instagram. C'est quoi les inspirations? Vous regardez aussi ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique ou alors est-ce que vous travaillez avec des personnes qui boostent un peu, enfin pas qui boostent, mais qui vous apportent des idées? Parce que si vous allez vous faire un tour sur la page Instagram, c'est vrai que c'est très actif, mais c'est très créatif dans le sens où vous essayez plein de trucs. Vous faites plein de vidéos qui n'ont rien à voir l'une avec les autres. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est des vidéos, et qui marchent très bien d'ailleurs, mais des vidéos où je me dis, ils se sont posés, ils ont fait un brainstorming, et ils ont pris l'idée du brainstorming, quoi. Ouais. C'est drôle, on fait pas beaucoup de brainstorming, pas du tout autant que je veux. On se met toujours un peu des sessions brainstorming, mais voilà, c'est un peu la vie d'entrepreneur où il se passe 500 000 trucs tout le temps et on met de côté un peu ces moments créatifs ou ces moments, on va dire, ces petits moments de création de valeur qui, pour moi, qui sont très très importantes. C'est des moments que j'aimerais beaucoup revenir dessus. Mais on lance Instagram. J'étais tout seul. Donc tu gérais ça solo? Je gérais ça solo. Aucun plan marketing de quoi que ce soit. Ouais. Juste tu postes. Juste je poste. Je tente des trucs. Je filme trop mal. La qualité elle est horrible. J'essaie de poster des clips et à chaque fois ça bouffe la qualité. Je comprends pas pourquoi. Je monte mes clips sur Canva. C'est une catastrophe. Et je crois que j'arrive à un stade au bout de 2-3 mois où boum, fini. La créativité disparue. C'est pas tellement que j'étais à court d'idées, c'est plutôt en fait on est tellement pris dans la vie de tous les jours. Et pour ceux qui gèrent un restaurant, ils savent qu'il y a tellement de trucs à gérer. C'est une grande société à taille humaine en fait. On a tous les départements et t'as l'opérationnel qui fatigue. On commence à 8h30 du matin, on finit à 23h30 et c'est physique, c'est hyper physique. Et on est juste crevé, on rentre, on a envie de dormir. Et on perd beaucoup la créativité dans ces moments-là. Et c'est drôle parce que un gros big up à Marianne qui slide dans nos DM. Elle nous fait un call DM et on s'était fait viser, on s'était fait call DM par beaucoup de personnes, mais il y avait un truc dans son message que j'avais adoré. Et c'était un peu la lumière, c'était un peu cette lumière au bon moment. Et on s'est rencontrés et c'était un peu le début d'une très belle collaboration. Et on s'entraide beaucoup. La créativité, c'est très dur parce que c'est hyper dur d'être constant.
Et moi, quand je suis à court d'idées, bah, elle va prendre le relais et vice-versa. Ouais. Donc ça, je trouve très cool d'être deux. Ok, super. Ouais. Je voulais lancer seul au début parce que je me suis dit, il n'y a jamais personne qui va créer l'ADN de ma boîte pour moi. Et on s'était rapproché de plusieurs boîtes qui nous proposaient des solutions, mais je n'avais pas l'impression qu'ils captaient très bien la vibe. Donc je me suis dit, je vais la tenter seul. Et au début, ce qui est drôle, c'est que je m'étais juré que j'allais jamais foutre ma tête dessus, j'allais jamais faire le con. Je voulais que ce soit... Tu fais les deux maintenant. Ouais, et maintenant on fait tout ça. On fait trop les cons parfois. Mais l'idée derrière ça aussi, de maintenant se montrer un petit peu, c'est que on est ouvert 7 jours sur 7, tu vois, midi soir. On a 2 restaurants maintenant et on peut pas faire 14 chiffres par semaine et continuer le développement et continuer tous ces beaux projets qu'on a. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on peut donner cette impression aux gens, aux amis, aux proches, aux restaurateurs, qu'on est là, que c'est quand même notre restaurant, tu vois, parce que moi je pense que on a tout ça, un peu le restaurant de quartier ou le familial où on va et puis on nous reconnaît et puis c'est toujours le même serveur ou c'est toujours le même propriétaire. C'est important ça. Hyper important. Et moi je voulais continuer de donner ça à nos chers invités. Donc je me suis dit, écoute, si on se montrait un petit peu sur les réseaux, si quand ils ouvrent Instagram, ils voient nous en train de faire les cons dans le resto, en train de faire je sais pas quoi dans le restaurant, ils ont quand même l'impression de venir manger chez nous. Donc c'est ça un peu l'idée derrière, qu'on continue un peu. Ok, bon bah voilà, tu vois. Et quand tu gérais, c'est une question que je pose à presque tous les invités qui font énormément de contenu, quand tu crées toi ton contenu ou bien avec la personne que tu as citée tout à l'heure, comment elle est ta relation avec les vues, les likes? Parce que tu vois, avant de presser sur le bouton post, tu te dis ce contenu il est top, tu vois. C'est clair. Et puis après tu le postes et puis si ça floppe, ta perception elle change à cause du nombre de vues. Comment tu le vis? Tu le vis bien, tu le vis mal? C'est drôle. Sur 1, 2, 3, quelques clips, je le vis bien. Je sais que c'est un peu c'est les tendances, c'est l'algorithme qui change, c'est plein de facteurs externes qu'on ne maîtrise pas du tout. Mais c'est vrai que c'est sur le long terme où ça fait peur. Et c'est un cercle vicieux en fait. C'est que on est là à essayer de remonter la pente, on est désespéré, on ne sait plus quoi faire. C'est assez horrible comme moment. Moi, ce qui me perturbe le plus, c'est assez profond, peut-être oui ou non, mais c'est que, comment dire ça, c'est que c'est hyper éphémère en fait. C'est qu'on poste un truc, il fonctionne méga bien, et j'ai tout de suite cette voix dans la tête, c'est quoi le prochain step? C'est quoi le prochain step? Comment le faire? Et c'est drôle quand des gens dans la rue ils m'arrêtent ou des amis me disent trop cool ton contenu. Je hais en fait cette remarque parce que ça me fait peur. Je me dis comment on va continuer à performer à ce niveau. Ton burger, tu sais comment le faire. C'est ça, le burger, on sait comment le faire, tu vois. Exact. Mais la créativité, il n'y a pas de science, tu vois. Donc ça fait peur. Et après, c'est un peu des périodes où on se sent méga inspiré, d'autres moins. Mais ouais, c'est un peu sans fin. On poste et puis c'est tout de suite c'est quoi le prochain. Et cet algorithme d'Instagram, il en demande tellement. Peut-être c'est les gens aussi, c'est la vie aujourd'hui. On veut consommer. Notre centre d'intérêt, notre centre d'attention est hyper court, donc on veut tout de suite la prochaine chose. Et c'est ça en fait, c'est nourrir cette ce besoin, ce mécanisme constamment en fait qui est chaud quoi. Il faut qui peut être vicieux. Qui peut être vicieux. Voilà. Mais en tout cas pour l'instant on a encore 2-3 cartes à jouer, 2-3 idées. Donc bon, puis vous avez aussi une communauté qui vous crée pas mal de contenu, c'est-à-dire que c'est pas chez tout le monde que la personne elle va venir manger puis prendre une photo, et chez vous ça se fait assez facilement chez vos clients, j'ai envie de te dire,
Et puis, voilà, vous avez aussi joué... vous avez joué les bonnes cartes, tu vas chercher ta commande, c'est mis merci avec ton prénom. Donc il y a des petits trucs comme ça aussi qui font que, mais j'ai l'impression que je vois aussi régulièrement des reposts de gens qui ont mis des photos. Donc certaines fois, c'est peut-être l'inspiration, elle peut venir de là aussi, hein, certaines fois. Non, c'est clair. On a justement essayé de penser beaucoup en amont à ces choses-là, avoir un lieu qui est très... qui donne envie, qui a plein de couleurs, avec ces caissons lumineux aussi, qui donnent tout de suite envie de... Je pensais, en fait, c'est drôle, ces caissons lumineuses, je pensais pas que ça allait être ça, que les gens ils allaient prendre en photo. Je pensais que ça allait être plutôt le menu board ou le néon, mais c'est ça que les gens ils aiment beaucoup. Et c'est vrai que ça marche, c'est cool, c'est assez régressif. Mais aussi, le packaging qui est fort, qui donne envie. Et puis aussi, je le dis tout le temps, on fait du burger. Le burger, ça donne envie. C'est facile. Que tu regardes le food porn, c'est quoi ? C'est des pizzas, c'est des burgers, c'est beaucoup les desserts aussi maintenant. Ouais. Donc, je suis pas là à essayer de vendre des boulons. Exact, c'est vrai. Tu as un produit qui est fait pour aussi. C'est ça. Moi, souvent, je me pose la question. Je suis comme ça, j'arrête pas dormir la nuit. Je me dis, mais putain, si je devais faire un truc, un plat qui est beaucoup moins instagrammable, des salades par exemple, je saurais pas par où commencer, tu vois. Donc c'est le burger, c'est fun, bon, il faut pas trop se prendre au sérieux avec le burger, donc aussi, ça s'y prête beaucoup aussi. Magnifique. Donc pour revenir, donc j'ai mentionné tout à l'heure, vous ouvrez en décembre 2022. Les 2 premières années, parlons déjà de la première année, parce que la première année, ça part en pétard et ça reste en pétard, en fait. Hein. Ouais. Non, la première année, c'était n'importe quoi. Ouais, c'était ouf. C'était uniquement l'adrénaline qui nous gardait réveillés, qui nous donnait de la force. Vous n'avez pas beaucoup dormi. Hein. Pas beaucoup dormi et c'était la survie en fait. C'était la survie, mais non seulement un peu de façon physique, mais aussi juste dans l'admin, dans la structure. Et vous avez été obligé de grandir très vite, enfin dans le sens, même si, on va parler ensuite du deuxième restaurant, mais même dans ce même endroit, vous avez dû grandir très vite aussi, parce que j'imagine que le staff prévu au mois de décembre 2022, il a dû être revu très rapidement, parce que sinon c'était pas sustainable, tu vois, complètement. Sur une année et demie, vous n'alliez pas tenir je sais pas combien vous étiez, tu vois, à la base, mais vous avez dû grandir à ce niveau-là aussi, tu vois. Ouais, au début on n'avait qu'un employé fixe, le reste c'était un peu des étudiants, des universitaires, exactement, des extras. Cette période, elle était magique. C'est notre première team, et encore, il y en a encore 2-3 qui travaillent avec nous. Super. Les autres, quand je les croise dans la rue, je suis trop ému. C'est la famille. Mais c'était constamment revoir nos standards, nos procédures, parce que en fait, à chaque fois, je pensais qu'on arrivait sur un nouveau palier. Je pensais que c'était notre maximum. Et Dieu merci, ça continuait de croître. C'est très fatigant. Et tes systèmes et tes process sont constamment mis à l'épreuve, en fait. Ils sont en stress test constamment. Et c'était chaud. Et puis en plus, tu as le street food qui vient toquer à la porte. Tu as Uber Eats qui vient toquer à la porte. On a aussi eu un gros coup de boost aussi avec le chef festival. Donc, le chef festival, en fait, c'était... Je connais pas. Chef festival, ils le font encore. Ils l'ont refait l'année passée avec le ramen. Ils l'ont fait avec la pizza. C'est un concours qui commençait. C'est le concours qui commençait cette année. La première année, c'était avec le burger, qui demande de créer une recette éphémère uniquement pour ce festival. Puis après, ils élisent le meilleur burger de la ville, c'est ça ? Exactement. Nous, on s'est fait juste marcher dessus. Mais on faisait du 200-300% du volume pour un jour donné. Donc c'est toutes ces choses-là, en fait, on avait envie de montrer à Genève qu'on est là, qu'on est un peu partout, qu'on s'associe avec des restaurants, qu'on est au street food, qu'on est un peu in the game. Donc très fatigant. Et tu vois, là tu parles des évolutions très rapides avec différents événements ou différentes choses. Mais c'était là que vous vouliez aller avec Lucas, ou vous avez
subi un peu ce succès? Parce que tu vois, Bonne question. tu as dit qu'à la base, vous avez eu le temps de préparer votre business plan et ce que vous vouliez faire et votre visu, etc. Mais est-ce que vous voyiez grandir aussi vite et est-ce que vous vouliez grandir aussi vite? Enfin, j'ai envie de dire que non. À la base, je ne pense pas que vous aviez prévu. Mais est-ce que vous subissiez en fait la situation? C'est un peu ça ma question. Non, je pense pas tellement. Nous, on est très... on veut toujours plus. C'est à la fois positif, à la fois négatif, mais on veut toujours plus. On veut toujours créer, chercher le prochain milestone, le prochain objectif. Et on a toujours voulu être pas un produit, uniquement bon produit, mais on voulait créer cette marque. En fait, on est accro à créer une marque et à cette brand equity. Et pour moi, c'est hyper important de faire partie du tissu un peu du tissu un peu local. Ouais. Tu vois, on montrer qu'on est cette marque genevoise et que on est fier de cette ville où on travaille, quoi, où on travaille, on redonne. Eux, ils donnent, on essaie de redonner, tu vois, on emploie des gens, on redonne à la ville, quoi. Ouais. Et vous continuez à évoluer, comme tu as dit, vous faites différents événements, Street Food Festival, etc. Et pour ceux qui connaissent ce Street Food Festival et qui ne sont pas de Genève, dans les autres villes, je crois que c'est 2-3 jours ou 4 jours, je crois. À Genève, c'est 2 semaines. C'est 2 semaines, ouais. Donc, quand il dit que ça prend beaucoup d'énergie, c'est parce que c'est 2 semaines. Et ensuite, après aussi, on n'a pas évoqué, mais il y a eu l'Euro, il y a eu d'autres choses comme ça. Hein. Exact. Mais en janvier 2024, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais, 2025, janvier 2024. Vous ouvrez votre deuxième lieu, c'est juste, hein? C'est ça. Ouais, c'est vers la gare routière, je ne sais pas, situé au Mont-Blanc. C'est ça. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, mais... c'est le quartier Mont-Blanc. Quartier Mont-Blanc, ça. Ouais. Exactement. C'est en face de la gare routière, pas loin des Paquis, ou même au Paquis, je ne sais pas exactement, mais moi, quand je vois ça, je me dis, oh là là, ok, ils ouvrent un deuxième endroit. Et au début, je me dis, ok, un deuxième endroit, ça peut faire sens. En plus, ce Paquis, pas loin des Paquis, c'est un lieu aussi, il y a plein de choses, etc. Ça bouge, gare routière, gare, parfait. Mais quand je vois la taille du lieu, mais je me suis dit, mais c'est quoi qu'ils essaient de faire, eux, là, tu vois? Ils sont vraiment venus pour éteindre. Et rappelle-moi le nombre de mètres carrés du premier restaurant. Le premier restaurant, il fait 50 mètres carrés. Ouais. Mais il n'y a que 20 mètres carrés de cuisine et on va dire... où on peut s'asseoir. On peut s'asseoir, exactement, client facing, j'ai que le terme en anglais. Mais dans le deuxième, c'est 180 mètres carrés de cuisine et place assise. Ouais. Donc c'est énormément... c'est énormément... c'est énorme, simplement. C'est beaucoup plus grand. C'est hyper bien placé. Et là, je me dis, mais comment il se fait ce move? Est-ce que c'était un truc que vous cherchiez? Moi, j'ai envie de penser que... je sais pas, peut-être quelqu'un vous en a parlé, puis vous avez dit non, mais on peut pas laisser passer ce truc, et puis vous avez sauté dessus. J'ai l'impression que c'est ce genre de... T'as raison. C'est ça. Un jour, il y a une dame, c'est Lucas qui travaille ce soir-là, et t'as une dame qui passe devant le restaurant, et elle nous dit qu'elle est attirée par l'énergie qui dégage le shop de Plein Palais. Et c'est une dame qui est très dans le côté spirituel, les énergies, etc. Okay. Donc, elle est attirée par le restaurant et elle se sent obligée de rentrer. Elle commence à discuter avec Lucas. Il y a une connexion qui se fait. Et elle avait ce restaurant. C'était dans la famille de son mari depuis la Deuxième Guerre mondiale. Waouh. Ouais. Et son mari... il est décédé et ce lieu lui est très très cher en fait. C'est une pièce c'est un lieu qui lui rappelle son mari constamment. Et elle pouvait juste pas elle pouvait pas s'en séparer en fait. Donc elle avait essayé plusieurs fois des sous-locs, des reprises de gestion, etc. Mais elle a jamais pu s'en séparer. Et c'est là où on crée un peu un lien avec elle. On s'entend méga bien. On est aligné un peu sur la vision. Elle adore la jeunesse, elle adore un peu notre énergie. Mm-hmm.
Et c'est là où elle nous propose le lieu. Elle a dit, j'ai jamais rencontré quelqu'un à qui je voulais céder ce lieu que vous. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Et c'est vrai que c'était beaucoup trop tôt. Et c'est vrai que quand j'ai parlé un peu de notre première année, j'ai oublié de dire aussi qu'on ouvre un deuxième restaurant en même temps. Et on s'était senti, on sentait qu'on ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. On voulait un peu ancrer un peu Pretty Patty dans le tissu local et montrer, comme tu dis, qu'on est là, qu'on est dans le game, qu'on n'est pas là pour rigoler. Et on est un peu fou avec Lucas, c'est dans le sens où on s'est dit, on verra. Et les problèmes de demain, on les réglera demain. Tu vois. Ouais. Et c'est un peu ce côté we'll see. Tu vois. Incroyable, parce que c'est vrai que moi je trouve que cette ouverture, enfin ce deuxième, que vous soyez prêt financièrement, structurellement ou pas, il avait un message fort, je trouve, auprès du public. Et c'est vrai que je pense qu'il y a énormément de personnes qui se sont familiarisées à Pretty Patty avec ce restaurant. Ça, c'est mon avis, mais tu vois, le plein palais, il n'y a pas tout le monde qui passe à plein palais. Il n'y a pas tout le monde qui passe à Mont-Blanc, au quartier de Mont-Blanc, mais il y a tout le monde qui passe à l'un des deux. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, après, avec Uber Eats, évidemment, les Street Food Festival et tous les autres événements, etc., évidemment, ça fait un peu de la communication un peu passive comme ça. Mais ce move-là, je trouve qu'il a été très impactant. Et du coup, maintenant, enfin, tu as dit que c'était peut-être pas le plus stratégique, mais maintenant, est-ce que la gestion des deux, etc., est-ce que le navire, il a pris sa vitesse de croisière, je dirais? Non, c'est clair. Non, on a ouvert un peu tôt. C'était un gros projet. Mais comme vous pouvez constater un peu notre évolution, on n'a pas fait de troisième ouverture un an plus tard. Mm-hmm. Donc, c'était un très très bon challenge pour nous. Mm-hmm. C'est vrai. Où on a pu un peu... on a essayé, on s'est dit, écoute, notre vision ultime, c'est de gérer un peu des restaurants dans plusieurs villes. Donc, on va un peu gérer ces deux restaurants comme si c'était des restaurants très loin l'un de l'autre. Mais en pouvant être proches. Proches, exactement. Ouais. Donc, c'était à ce niveau-là un challenge et il a fallu du temps pour que ça roule. C'était des très grandes équipes très vite. À Mont-Blanc, on avait aussi ce défi que la cuisine est séparée avec le service et la salle. Ah ouais, on ne vous voit pas cuisiner. Ouais. Exactement. Mais en fait, ça amène plein de challenges aussi. Le caissier, il n'est pas tout de suite en cuisine, il ne peut pas vite communiquer quelque chose. On a tout de suite maintenant un peu une division entre cuisine et salle, comme un restaurant classique. Donc, plein de choses à gérer. Mais moi, j'ai beaucoup aimé l'année 2024 parce que c'était l'année où on a pris du recul, on a dit ok, qu'est-ce qu'on fait là, il se passe quoi, comment est-ce qu'on solidifie, on crée cette base solide en fait. Donc c'était beaucoup plus de taf un peu au bureau, posé, à réfléchir. Donc j'ai beaucoup aimé cette année 2024 aussi. Et évidemment, tu es associé avec Lucas, mais est-ce que durant ces, je dirais, 18 premiers mois, du coup de décembre à mars 2024, est-ce que vous avez aussi pu trouver aussi des bras droits, des gens, parce que comme tu dis, hein, vous êtes à l'opérationnel, vous êtes à la com, vous êtes sûrement un peu à la compta pour certaines choses, etc. Est-ce qu'on arrive à gérer 2 restaurants à 2, ouverts 7 jours sur 7? Nous, on s'est dit très très vite on voulait vraiment se focus sur la création de valeur. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de création de valeur dans tout ce qui est un peu RH, payroll, comptabilité, etc. Donc, c'est des choses qu'on a très vite outsource, qui nous a permis aussi de grandir plus vite. Mais la recette, on va dire, de notre expansion et de notre succès, si on peut dire ça comme ça aujourd'hui, c'est la team. Ça paraît cliché, c'est ma team, mais sincèrement,
au fond de moi, j'aurais jamais pu le faire sans les personnes qu'on a embauchées, sans ces personnes merveilleuses qui ont adopté la marque, qui l'ont fait grandir aujourd'hui. Et c'est les personnes, c'est nos managers, c'est nos assistants managers, c'est les étudiants. Mais c'est vraiment beaucoup grâce à des personnes comme nos directeurs, comme nos managers qui sont là tous les jours parce que c'est très très dur, c'est très fatigant comme job et qui nous porte en fait, qui nous aide à faire nous ce qu'on fait, qui est le développement, qui est faire grandir cette marque C'est bien d'avoir su déléguer quand même. Ouais. Parce que tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, tu pensais pas déléguer la communication à quelqu'un d'autre parce que tu penserais qu'elle aurait pas l'ADN. Mais en fait, ça se transmet des fois l'ADN. Hein. Bien sûr, ça se transmet. Non, mais c'est un beau message que tu donnes là. C'est clair. Mais cette phrase, elle est cliché, mais je l'adore. Je la sors très souvent aux équipes, mais c'est tout seul on va vite et ensemble on va loin. Ouais. Et ça, je trouve que c'est hyper pertinent dans ce milieu. Mais ça veut dire que dans le recrutement, vous avez établi une manière de recruter aussi pour essayer de retrouver ces énergies-là, ou alors tu penses que... Après, moi je suis aussi convaincu que ce que vous dégagez, ça attire aussi ce type de personnes aussi, peut-être. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez outsource aussi, puis c'est quelqu'un qui a fait ce boulot, mais c'est pas facile de recruter, surtout quand tu as beaucoup d'extras. Ouais. C'est pas facile de bien recruter. Hein. Non, je pense qu'on a eu beaucoup de chance, c'est que on a su créer une marque et c'est vrai, ouais. On a su créer une marque et les gens ils gravitent naturellement autour de. En fait, l'humain il a envie de faire partir de quelque chose de plus grand, de significatif. Et moi c'était pareil, tu vois. Moi avant de créer ça, je voulais, on gravite autour des choses. Qui nous ressemblent et on veut faire partir de choses ça donne envie. Exactement. Ouais, c'est comme, bon, on n'a pas connu ça, mais tu sais, c'est comme quand t'es gamin. Je pense que si t'as un Footlocker, t'as envie de travailler à Footlocker. Bien sûr, vois, exactement. Tu vois, Domino's, mec. Ouf, j'ai envie de filer ce uniforme, tu vois. Ouais. Ouais. J'ai jamais voulu, moi. Moi, j'ai jamais été chaud Domino's. mais tu vois, Footlocker, je me serais bien vu, tu vois, en noir et blanc, tu vois. C'est clair. Non, c'est l'uniforme, mais c'est clair. Mais en fait, c'est ça, c'est ce côté humain. Tu vois, on est là, on est foutu sur cette planète. Il se passe quoi, mec? Je comprends R, tu vois. Et ces marques, parfois un peu lifestyle, on est beaucoup plus attiré, je trouve, que par des trucs où il y a moins un peu une image de marque. Où certes, le café, il est dingue, mais en fait, tu vois, c'est quoi l'image de marque derrière? Non. Donc tout ça pour dire que comme on a pu créer une marque, en fait, on a eu ces personnes incroyables qui nous ont rapprochés. Et c'est beaucoup dans le feeling, quoi. C'est beaucoup dans le feeling. Et ça s'est fait organiquement, quoi. Ouais, organiquement. Et on embauche sur deux axes. C'est des gens bienveillants et puis des gens solaires. Ouais. Et surtout des gens qui ont envie, quoi. Ouais, magnifique. Big up à tout le staff. Merci. Big up. L'actuel et ceux qui étaient là avant, déjà. Avant, tu as fait une mini-erreur en disant que vous avez pas ouvert un autre resto parce que, en fait, vous avez, alors de façon temporaire, ouvert un autre concept. C'est vrai. Qui s'appelle Sidechick. Sidechick. Et à tous mes détracteurs, on ne parle pas d'une side chick ici, on parle vraiment de chick comme chicken, ok, laissez-moi tranquille. Donc explique-nous, moi, ce truc-là, la big up à Moussa, c'est mon pote Moussa qui m'en a parlé, il était fan de ouf, enfin pas fan, mais il a beaucoup aimé, quoi. Et il me dit, non mais tu sais pas, ils ont ouvert un truc de chicken là, et non seulement il est mal placé, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a tout le monde qui y va. Je dis, mais quoi, il est où? C'est pas, j'ouvre mon Google Chrome, je tape Sidechick, Google Maps, j'ouvre Sidechick, je me dis, mais même, je sais même pas comment on va jusque là-bas. Parce qu'en fait, il y a un endroit où tu peux pas, à partir d'un moment, tu dois aller à pied. Enfin, c'est clair. Pour ceux qui connaissent très bien Genève, ce qui n'est pas vraiment mon cas, il y a un endroit où tu peux un peu aller en voiture, mais bref. Et en fait, vous êtes au milieu comment il s'appelle ce parc?
Perle du Lac. C'est plus paumé que ça encore, c'est le Parc Barton. Voilà. C'est entre l'OMC. Ouais, l'OMC, si je m'en Exactement, entre l'OMC et la Perle du Lac. Et la Perle du Lac. Et il y a là-dedans, il y a un petit bâtiment, rien à voir, au milieu des arbres. Et vous ouvrez un concept fried chicken. Plus que fried chicken, parce qu'on retrouve du mac and cheese, etc. Donc, je dirais vraiment le chicken joint à l'américaine, quoi. Et là, mais ça, cette idée, elle était là déjà au moment où vous commencez Pretty Patty, ou bien c'est quelque chose qui est nourri par le temps? Je me rappelle plus très bien de la chronologie, mais je crois qu'on parlait déjà de ça avant d'ouvrir Pretty Patty, ou un peu au même temps. Pour nous, c'était quelque chose qui manquait cruellement en Suisse aussi, et on est juste attiré par tout ce qui est un peu fast-food. Tu vois. Et pareil, on voyait que ça prenait fort. Comme le Smash Burger, on voyait que ça prenait. On voyait que tu avais ce Nashville Hot Chicken, qui est cette recette de tremper le poulet frit dans une huile piquante, un peu sucrée, pimentée comme ça, qui est juste bien cholestérol comme il faut. Exactement. Et nous, on voulait absolument faire ça. Faire ça. Et puis, on a eu cette opportunité aussi. Je ne l'ai pas mentionné avant, mais Benjamin Luzui, qui est un serial entrepreneur qui entreprend des très belles choses à Genève, il nous a beaucoup épaulés. Il a cru en nous au début de Pretty Patty aussi, et il nous a présenté cette opportunité. Ok. Donc ce lieu, exactement. Okay. Timing horrible. Je crois qu'on ouvre une semaine avant le fan zone pour l'Euro 2024. Et vous êtes dans la fan zone de l'Euro 2024 aussi. C'est ça. Donc on enchaîne une ouverture, et je crois quelques jours plus tard, on fait la fan zone. Il y avait la street food entre. En fait, c'est fait street food, ouverture de Side Chic, fan zone. Et il faut savoir qu'entre les deux, il y a une semaine seulement, je crois. C'est ça, il y a une semaine. Donc on ouvre plein milieu des deux. Et bien sport. Ouais. Bien sport. Mais moi, le lieu, il m'avait beaucoup perturbé. J'ai pareil, Lucas, il m'appelle un jour, il me dit viens, on va visiter le lieu, on va le visiter. J'avais jamais été, je savais pas où c'était. Il me dit on va ouvrir là. Et petit conseil, si tu dois créer une fiche PDF pour expliquer aux gens comment se rendre à ton restaurant, il y a un problème. Hein. Il y a un problème. Là, t'as du boulot. Ouais, c'est vrai. Là, t'as du boulot. Mais en plus, c'était pas un été terrible. Mais non, je pense qu'on a beaucoup bénéficié aussi de notre communauté Pretty Patty. Ouais. Ça nous a bien aidé. Bah oui, mais... Et le plat, il était bon, c'était cool. Ouais, oui. C'est réconfortant, c'est les mêmes codes que Pretty Patty. Pour moi, quand tu sers à manger, que c'est bon, que c'est abordable, et qu'il y a une raison d'être, qu'il y a un lieu d'être, que tu as une marque autour qui englobe tout ça, il n'y a pas de raison. Ouais. Peu importe le lieu. Ouais. Mais franchement, pour ceux qui n'ont pas la vision du lieu, pour le menu Châtelet, c'est comme si on faisait un burger sur la plage de Serrières, quoi. Très bien dit. Je crois que c'est à peu près cet exemple-là, quoi. Et c'est un peu galère. Et pour aller en voiture, c'est galère. En tram, ok, tu peux y aller, mais tu finis à pied, etc. Ouais. Et les gens y allaient. Bon, après, l'avantage aussi, je pense, Uber Eats, ça a beaucoup aidé, peut-être. Pas du tout. Ah ouais? Pas du tout, dans le sens où c'était tellement excentré, en fait, tu n'avais pas de livreur. Ouais. Et on se lance sur Uber Eats, et en fait, j'ai juste des potes ou des proches ou des clients Pretty Patty qui me disent c'est marqué, il n'y a pas de coursier, il n'y a pas de coursier, il n'y a pas de coursier, il n'y a pas de coursier. Ah ouais, relou. Ouais. Et là aussi, on n'a pas assez taffé le packaging aussi. Gros taf à faire sur le packaging pour l'ouverture de Side Chic. Je croise les doigts en fin 2025. Magnifique. Ouais. Mais ouais, ça ne nous a pas aidé sur Side Chic. Par Uber Eats, le lieu, quoi. Et puis dans la conception de tout ça, vous n'avez pas pensé à faire le chicken dans Pretty Patty? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai un rêve ultime. Un peu aux States, pour ceux qui connaissent, c'est des KFC dans les Taco Bell. Je crois que c'est ça. Ouais. C'est la même maison mère. Donc, tu retrouves souvent un peu ces concepts voisins. Non, moi, je kifferais trop. Moi, j'aimerais trop. Mon rêve, une fois, c'est... On n'est pas très centre commercial en Suisse, mais tu vois, un peu cet espace en centre commercial où tu as... les food courts. Food court, exactement. Tu as une boutique scindée en deux,
Et bref, un peu comme Two-Face, c'était le Joker. Non, Two-Face, c'est un autre méchant dans le. Double face, ouais. Exactement. Dans Batman, mais d'avoir d'un côté Side Chick et un côté Pretty Patty. Maybe un jour. Ouais, ce serait magnifique. Je sais que Holy Cow, il avait fait à l'époque aussi avec leur marque de burritos, mais maybe. Ok, magnifique. Et là, du coup, c'était temporaire, donc c'était pendant l'été jusqu'à la fin de l'automne, si je ne me trompe pas. Ouais. Et là, cet été, vous n'êtes pas de retour. Hein. Non, on pensait pouvoir avancer plus vite avec le lieu qu'on a trouvé. Ouais. Voilà, comme toute chose. Exactement, comme toute chose dans la vie, ça prend du temps et ça a été retardé. Et donc on n'ouvre pas à nouveau au pavillon Barton cette année. Mais il y a un magnifique concept basque à la place. Et ouais, espérons qu'on peut ouvrir septembre-octobre 2025. Magnifique. Et en parlant du futur, alors est-ce qu'on pourrait voir Pretty Patty, parce que là vous avez ouvert 2 à Genève, est-ce qu'on pourrait vous voir dans d'autres villes? Est-ce que c'est la vision de toi et Lucas? Bien sûr. Zurich. Oh, On kiffe trop Zurich. Ouais. On aime trop cette ville et ça aussi. Ça c'était au même temps qu'on discutait de Genève en parallèle, on va dire, c'était tout de suite dès qu'on peut, il faut aller à Zurich. Là, c'est vraiment un peu. Ouais, pour moi, une fois, si tu arrives à faire Genève et Zurich et que tu as réussi dans les 2 villes, là, c'est une fierté. Et je dis pas du tout que ça va être le cas et on part là-bas vraiment. Avec charbonner, quoi. Ouais, il faut charbonner. On part là-bas avec une recette et un peu une image de marque, quoi. Ouais. Les gens ils ne connaissent pas. Il y a tout à faire encore. Là aussi, le tendance du smash, c'est bien accéléré. T'as des très bons burgers là-bas. Mais je pense qu'on verra un Pretty Patty Zurich Q1 2026. Magnifique. On a avancé là-dessus, quoi. Ouais, on avance là-dessus. Et puis d'autres villes en Suisse romande, ce serait c'est en tête ou c'est pas prévu pour l'instant? Non, il n'y a rien de concret, mais Lausanne. Lausanne aussi, parce qu'on a étudié là-bas, on aime trop la vibe dans cette ville. Ouais. C'est jeune, c'est fun et c'est proche de Genève. Moi, j'aimerais bien donner ce projet à mon directeur comme prochain défi, un peu, et dire on va ouvrir Lausanne, tu vois. Et aussi là, on est à Montreux Jazz cette année aussi, qui est une grosse fierté pour nous. Ouais. Là, ça fait des années avec Lucas qu'on s'est dit si un jour, c'est un peu un rêve pour nous. Donc, je pense qu'en parallèle du jazz, normalement, c'est des contrats sur plusieurs années. Si on arrive à faire ce serait magnifique, ça. un petit PP Lausanne en parallèle, ce serait le feu. Ouais. En plus, je te cache pas, l'année passée, je sais plus de quel concert je rentrais, mais j'ai pris un smash et il était pas bon en plus. Je te jure, je vais pas donner de blague ici, mais bref, voilà. Ok, bah écoute, j'espère que toutes les choses que vous avez prévues pour vous se passeront. J'ai l'impression que vous êtes bien busy, donc j'espère que vous pourrez vous tenir à toutes ces deadlines que vous vous êtes fixées, mais en tout cas, bravo, quoi. Merci. Magnifique. Je t'ai pas posé la question, évidemment. En tant que Neuchâtelois, on sait que Neuchâtel c'est compliqué, donc. Mais est-ce que vous avez déjà fait des street food festivals dans d'autres villes, en fait? Parce que tu sais, le street food festival il bouge dans d'autres villes. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait Neuchâtel comme ça? On avait été accepté pour le street food de Neuchâtel cette année. Ouais. Et pareil, c'est un truc, on s'est dit, si un jour on peut cuisiner oui, à la maison. À la maison, ce serait incroyable. Mais cette année, on a été accepté, mais on a dû refuser malheureusement parce que c'est trop proche de Montreux Jazz. Ah ouais. Et comme c'est la première année de Montreux Jazz, on veut. L'année prochaine peut-être. L'année prochaine peut-être, exactement. Ok, magnifique. En termes de collaboration, t'as dit que Lucas c'est ton associé, mais c'est aussi ton meilleur ami. Après c'est presque 3 ans, 2 ans et demi, ça va. Parce que tu vois, des fois ça chauffe, quoi. Il n'y a pas que la plancha qui chauffe, mais dans le sens, tu vois ce que je veux dire, c'est intense, tu vois. Ouais. Et est-ce que malgré toutes ces années, vous avez réussi à garder votre passion, tu vois? J'avais un invité là
qui s'appelle Christophe Nenor, qui est un mec de l'ultra trail, bref, Ouais. il est à fond là-dedans. Et il disait est-ce qu'on peut vivre de sa passion sans que la passion elle soit entachée un peu par le taf, tu vois? Non, c'est clair. En tout cas, la passion de notre amitié, elle y est toujours. Et Ouais. c'est assez extraordinaire ce qu'on a réussi à créer. Je sais pas, je pense qu'on est juste tellement alignés sur nos valeurs et on est tellement réunis autour de cet objectif que ça se passe juste méga bien. Et ça n'a pas chauffé. Ça a un petit peu chauffé au début. Ouais, surtout, mais normal. voilà, vite fait, c'est naturel, surtout quand tu es fatigué et tu rentres dans ce truc genre il fait plus d'heures que moi, ou j'ai fait plus d'heures que lui, ou Ouais. des trucs comme ça, mais franchement ça n'a jamais vraiment chauffé. Et moi je trouve ça juste magique en fait de pouvoir faire ça avec ton meilleur pote, quoi. Oui. Les gens ils comprennent pas trop ce que c'est d'être entrepreneur, ou même d'autres entrepreneurs ils comprennent pas vraiment les enjeux dans ton business, tu vois. Ouais, oui. Mais quand tu as constamment quelqu'un avec qui tu peux en parler, c'est ouf. Ouais. Et nous aussi, on a plein de passions en commune hors notre projet, notre bébé qui est Pretty Patty. On a tous nos amis, enfin, on a à 99% le même cercle d'amis. Ouais. Donc, c'est hyper important de trouver ce moment où tu parles d'autre chose du taf. Donc, on a toutes ces, comme je t'ai dit, les amis, les autres passions, où on parle d'autre chose. Donc, ça, c'est hyper important. Pour ouais. nourrir la tête différemment. Exactement. Mais ça se passe bien pour la seule et unique raison qu'on est juste complètement alignés sur nos valeurs. On a un peu une enfance un peu similaire. Et donc ça fait que ça se passe méga bien. Magnifique. S'il y avait des collabs que vous pourriez faire et que tu rêves de faire, il y a des collabs parce que vous avez fait vous avez fait pas mal de collabs de temps en temps avec d'autres lieux ou avec ouais. Si je me trompe pas avec des je sais plus si c'était un boucher ou je sais plus, il y avait une viande spécifique une fois, j'ai oublié. Non, ça c'était peut-être un plat. C'était le smash d'entrecôte. Ouais, c'est ça, pardon. Non, ça c'était. Non, on a fait des collabs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait collab avec Belga pour leur magnifique frites belges. On a fait récemment Ginger Donuts. Okay. On a fait un Donuts Burger qui était un gros banger. Mais collab de rêve pour moi, c'est un truc, c'est dans les fringues. C'est une marque de fringues tu vois, ils ont fait New Balance, ils ont fait avec Paperboy à Paris. T'en as 2-3 de tête comme ça, j'arrive pas trop à les dire, mais s'associer avec une marque de fringues une fois, ce serait le rêve ultime. Et puis à Paris, ce serait un truc que vous avez en tête d'ouvrir à Paris par exemple? Ou dans un autre pays simplement? Oui, bien sûr. Non, c'est un peu le gros débat dans l'entrepreneuriat, c'est rester focus sur sa vision, être très strict avec sa vision. Et on a du mal parfois, tu vois. Surtout qu'avec notre communauté maintenant, et puis on a de temps en temps un clip viral, et tu as tout de suite des demandes du monde entier, franchise. On a eu une ou deux propositions sérieuses un peu. On a un petit peu, flirté avec. Mais c'est très vite, genre, mec, on se brûle les ailes, on va se brûler les ailes. Pour moi, c'est le truc de trop, tu vois. Ouais. Zurich, c'est peut-être à 3 heures de train, ou on peut quand même vite y être, des trucs comme ça reste les mêmes lois, la même façon de faire du business, tu vois. Ouais. Mais dans une autre ville, un autre pays, c'est un autre challenge. C'est un vrai challenge. Pour moi, il faut rester strict sur sa vision et y tenir. Mais c'est difficile, où tu vois d'autres marques plus jeunes, tu vois, qui tu sais pas comment ils font. Tu sais pas, ils font une ouverture toutes les 2 semaines. Boum, un autre pays, ici, à gauche, à droite, Dubaï. Et je sais pas trop comment ils font. Peut-être on n'a pas encore la recette magique. Peut-être il manque encore un petit quelque chose. Mais je pense qu'en fait, c'est notre vision à nous, et elle est propre à nous. Et c'est qu'on veut... En fait, on veut kiffer pendant notre parcours, en fait. Tu vois. C'est pas, en fait, avoir un call avec un banquier à Genève, à Londres, et rendez-vous avec un avocat à Londres, et puis faire 2 jours là, 3 jours ici, puis faire un peu les choses à moitié.
En fait, on veut faire les choses bien à notre sauce et vraiment kiffer l'aventure, quoi. Que je pense que tu fais moins quand tu essaies d'ouvrir à gauche, à droite. Et ta qualité, elle peut aussi prendre un coup. Ouais, bien sûr. Et même ta motivation et ta passion, quoi. Ok, magnifique. Ton burger préféré chez Putty Patty? C'est les phases. Moi, en ce moment, j'ai une grosse phase fancy. Ouais. Mais j'ai une grosse phase classique. Ouais. Non, mais mon burger préféré, c'est le bébé, c'est le fancy. Ouais. À la base, on voulait mettre que ça à la carte. On voulait vraiment cette approche monoproduit. Mais non, mais je suis trop fan de mes 3 burgers. Tu vois, c'est les trois bébés, quoi. J'ai vu que vous avez fait un burger avec de la glace dedans. Ouais. Bah, ça, c'était un peu notre... comment dire, notre façon, un peu notre petite grain de petite grain de folie où on voulait, on s'est dit plutôt dire, juste se foutre devant la caméra et dire, oh, on a lancé notre sundae, notre glace. On s'est dit, viens, on essaie de trouver un truc un peu fun pour le faire. Et je crois, pareil, quand je te dis pas de brainstorming, je crois vraiment juste que je regarde la machine à glace, il y a un burger qui passe devant mes yeux à ce moment-là et je dis, viens, on tire de la glace dedans, quoi. Ouais. Et on fait genre qu'on fait un burger comme ça. Et ouais, ça c'est devenu méga viral. Ouais, bah ouais, j'imagine. Et pendant un mois, je crois qu'on en faisait 4 ou 5 par jour. Mais quoi? Ouais. Et on disait aux gens, c'était une blague. Genre, c'est vraiment juste une blague. Ouais. Non, je suis venu pour ça. On avait des gens qui venaient de loin. On avait des gens qui venaient de loin pour le tester. Et bah, bonne com, hein, au final. Final, bonne com. Et en plus, mieux que juste vendre de la glace, tu vends la glace et le burger. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. On n'en vend plus maintenant, peut-être cet été, je sais pas, mais c'était très drôle. Ce petit événement-là, c'était très drôle. Ok, magnifique. Moi, j'arrive gentiment à mes questions de fin. Je ne sais pas s'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées. Non, c'était une belle discussion. C'était une belle discussion, magnifique. Je pense que... Alors, je vais démarrer par la question de mon invitée précédente qui était Annick de Coombs Cookies. C'était Annick, top. Ouais. Magnifique. Bah, vous connaissez ? Ouais, on se connaît. Voilà, très bien. Bah, vous êtes dans des business similaires mais différents, on va dire. Elle a demandé est-ce que tu es content de ta vie ? Ce qui est une question vraiment hyper large. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que c'est pas une question qu'on pose, tu vois, on te demande comment ça va, on te demande si ça va le job, mais est-ce que tu es content de ta vie de manière générale ? Non, moi, je suis tellement content de ma vie. J'aurais jamais cru créer ce qu'on a pu créer et puis de pouvoir arriver à ce stade aussi rapidement. Je pensais jamais pouvoir le faire. Moi, j'avais pas très confiance dans mes compétences, tu vois. J'avais très souvent des profs qui disaient que j'allais pas aller très loin. Donc j'ai parfois peut-être un peu ce mode revanchard. Ouais, mais un peu le syndrome d'imposteur parfois, tu vois. Ah, ok, je dois travailler dessus. Ouais. Mais je suis hyper content, hyper fier de ce qu'on a pu créer avec Lucas. Mais après, voilà, je vais pas mentir, je suis nostalgique et cette période un peu d'adolescence, tu vois, sans souci, l'insouciance, c'est le terme. J'ai tellement kiffé, c'était ouf, tu vois. Mais non, je kiffe tellement ma vie en ce moment et c'est prometteur en tout cas ce qui se passe, donc je kiffe. En tout cas, je vous souhaite plein de succès avant que je passe à mes questions de fin. Plein de succès, j'espère que ça continuera à grandir. Moi, en tout cas, je me régale à chaque fois. Merci. J'ai un grand plaisir à toujours amener des gens, donc magnifique. Et en plus, me dire que plus ou moins au moment où j'arrive à Neuchâtel, il y a des Neuchâtelois qui ouvrent un resto et ça pète pour eux, franchement. Je peux être que content. Magnifique. Ça fait trop plaisir, merci mille fois. Avec plaisir. Alors, on va passer à mes 4 questions de fin. La première, c'est si tu pouvais passer 1 heure avec une personnalité de ton choix, une personne qui t'inspire, vivante ou pas. Moi, j'ai envie de te dire un rappeur parce que je sais que ça va être 1 heure des bars, mais plus peut-être plus gratifiant pour moi. Non, je pense que ce serait le créateur, le fondateur de Shake Shack. Ouais. On n'essaie pas du tout de les copier et je pense qu'on est sur 2 créneaux différents. Mais j'ai énormément de respect pour ce qu'il a fait.
non seulement pour Shake Shack, mais parce qu'il a réussi à créer tellement d'autres concepts à côté. Ok. Il est très axé sur la gastronomie. Il a eu Eleven Madison Park, qui était lui un des meilleurs restos au monde. Et en fait, qu'il a cette double casquette entre ces codes de fast-food. Moi, je dis ce qu'on fait, c'est du fast-food. C'est ces talents un peu de fast-food, c'est ces recettes qu'on connaît tant bien, mais avec tellement de valeur, puis vraiment des bons ingrédients. Tu vois. Mais donc, lui, il a su créer ça en parallèle de tous ces concepts, parfois gastronomiques, parfois un peu moins, parfois un peu plus street food, plus abordable. Donc, moi, j'ai trop de respect pour Danny Meyer. J'ai lu son livre. Je l'ai défoncé. J'ai rarement défoncé les livres aussi rapidement, mais j'adore ce personnage et j'aimerais beaucoup passer une heure avec lui. Mais sinon, j'aimerais bien. C'est bien, hein, déjà. C'est une personne, donc ça compte. Mais rapidement, Shake Shack ou In-N-Out? Pour la petite histoire scandaleuse, j'ai jamais testé In-N-Out. Ah, ok. Non, vraiment. Bon, après, c'est restrictif parce que tu les retrouves que. Shake Shack aussi, non? Non, Shake Shack sont partout. Partout. Pardon, partout, mais In-N-Out, c'est que sur la côte ouest. Ouais. Je crois qu'ils vont jusqu'au Nevada ou peut-être Colorado. Mais sinon, tu ne les retrouves pas. Ils ne sont pas à l'est. Si je ne me trompe pas, ils ont ouvert. C'est à Texas, à vérifier. Mais je peux je crois Colorado. C'est un peu comme la West Coast. Ils ont fait Midwest, exact. Ouais. C'était que la côte ouest à un moment. C'est un de ces trucs où on s'est dit avec Lucas, genre, dès qu'on ouvre Pretty Patty, on laisse passer 3-4 mois et on prend une semaine pour aller manger le plus de burgers possible aux States. Toujours pas arrivé. Tu vois, mais ça va venir un jour. Mais là, je sais que In-N-Out, ils flirtent un peu avec des pop-up. Ils ont fait Paris, ils ont fait Dubaï. Peut-être que j'ai pas besoin d'aller aux States une fois pour les tester. Mais ouais. Ce serait bien s'ils viennent à Genève. Ce serait bien. Moi, je suis pour la concurrence. Moi, j'adore. Non, mais je dis pour faites-nous un pop-up. C'est clair. Ouais, c'est clair. Ok, très bien. Deuxième question, ton son du moment. T'as le droit de sortir ton phone. Hein, si tu veux. Bon, je vais au Vélodrome samedi pour voir Jul. Donc, je vais quand même sortir un petit son de Jul. Et le son que j'écoute le plus en ce moment, c'est La vie me blesse. Ok. Petite pépite, moi j'adore avec Jul, c'est que toujours aux 3/4 de son album, t'as une petite pépite qui bosse pas trop, qui est discrète, mais qui est juste méga bien ficelée. Et pour moi, c'est La vie me blesse. Ok, magnifique. Tu profiteras bien du Vélodrome. Je pense que ça va être, ça va être quelque chose. Merci. Si tu avais un compte Instagram à recommander? Moi, je pense que c'est Samuel. Je sais pas comment on prononce, mais Samuel Kilis. En fait, je trouve qu'on perd trop. Moi, ce qui me perturbe un peu avec Instagram, c'est qu'on perd trop le côté artistique. Tu vois. Ouais. Ils ont trop vite voulu ressembler à TikTok. Et moi, j'ai trouvé ça dommage à quel point ils ont trop vite voulu devenir comme TikTok. Et je trouve qu'on a un peu perdu ce côté artistique. Mais Samuel Kilis, il fait du gros sale. C'est ses styles où il filme. Il va à Naples, il va filmer. Je sais pas, t'as l'impression de voyager avec lui. Moi, ça, j'adore. Magnifique. Et dernière question, une question à poser au prochain invité. Bon, je travaille dans le foot, donc je vais poser une question un peu liée à ça. Mais ce serait, quel est ton souvenir le plus fort ou le plus mémorable lié à la nourriture? Ouais, superbe. J'aime beaucoup. Adrien, merci infiniment. Merci pour ton temps. Longue vie à Pretty Patty. Avant que tu partes, j'ai quelque chose pour toi, évidemment. Comme à chacun de mes invités, j'ai mon partenaire cadeau qui est LVDD. Yes. Un sel pimenté pour toi. Et donc pour tous les auditrices et les auditeurs, lvdd.ch pour vos commandes. Vous pouvez le retrouver aussi à Manor, partout en Suisse romande. Donc ça c'est pour toi, un sel pimenté. Tu te régaleras. Et je rappelle encore des pâtes pimentées, des huiles, etc. Sur le site ou alors chez Manor. Adrien, on a terminé. Merci. Merci à toi. Bonne suite. Gros plaisir. Merci d'être venu. Là, je suis dans un programme sportif avec le poteau Kev, donc je peux pas tout de suite venir, tu vois.
Mais d'ici quelques semaines, je vais venir faire un petit écart avec plaisir. Et pour toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Comme d'habitude, la section sondage sur Spotify, les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et Deezer aussi. Et simplement, si vous voulez me faire un retour, n'hésitez pas sur Instagram aussi à dedicated_podcast. Et je ne vais pas faire de pub pour l'événement parce que je pense que le moment où il sortira, l'épisode sortira, on aura déjà passé l'événement, mais je le fais quand même, pardon. Le 7 juin à Neuchâtel, à la brasserie Barthes, on va faire un petit enregistrement live avec du public et ça se passera de 14h à 16h30. Voilà. Merci à tous. Bye bye. Dedicated Podcast. Merci d'avoir écouté. Bye bye.